Bonjour à tous, merci de votre présence au webinaire de l'Union TLF consacré à l'activité partielle. Je suis Nancy Noël, déléguée générale adjointe en charge des affaires sociales de l'Union TLF. Je suis accompagnée de Diana Zuber et de Christophe Lette da Silva, avocat associé au cabinet Factory spécialisé en droit social qui animera ce webinaire. Celui-ci a pour objectif de vous rappeler les modalités et le fonctionnement de ce dispositif, notamment dans ces temps d'actualité, de perturbation de l'activité. Donc nous allons essayer de faire une présentation la plus complète possible, hein, mais en cas de question, vous n'hésitez pas à lever la main ou à utiliser le chat. On essaiera vraiment de répondre à toutes vos interrogations. Christophe, je te laisse la main. Merci Nancy. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc Christophe Lete da Silva, donc avocat en droit social au cabinet Factory. Merci pour cette proposition de webinaire, Nancy, qui intervient après tous les webinaires qu'on avait fait il y a quelques années sur le Covid, mais c'est plutôt pas mal de réactualiser un peu le sujet et rappeler que l'activité partielle, c'est pas simplement la crise Covid, ça existait avant et ça continue d'exister. En l'occurrence, vous avez un sujet qui est un peu plus spécifique et qui implique des particularités par rapport au recours à l'activité partielle pendant la crise Covid. Et le but de ce webinaire, c'est un peu de vous guider sur les futures demandes que vous pourriez être amené à faire auprès de l'administration concernant des recours à l'activité partielle de vos entreprises et un peu vous alerter sur toutes les choses trappes qui peuvent exister dans ce cadre-là et qu'on a pu identifier, nous, déjà de notre côté, vis-à-vis de nos échanges avec l'administration, mais aussi par rapport à ce qu'on sait déjà de façon générale sur l'activité partielle et sur ses motifs. Alors, un point d'abord de rappel, je vous disais, l'activité partielle, ça n'est pas que la crise Covid. Vous avez un article qui prévoit de façon limitative, mais finalement qui n'est pas si limitatif que ça, les motifs de recours à l'activité partielle. C'est l'article R5122-1 du Code du travail. Et ce qui est intéressant, c'est le 5e qui prévoit que l'activité partielle est possible pour toute autre circonstance de caractère exceptionnel. Vous avez ici un motif fourre-tout, c'est un peu la problématique, si vous voulez, de l'administration qui va devoir ajouter quelques règles pour encadrer ce motif qui peut être utilisé largement, voire trop largement par les entreprises. Mais c'est le motif que vous devez garder en tête. Je crois que vous êtes tous à peu près, surtout concernés par les blocages d'accès à vos zones industrielles ou autres établissements. Et le motif que vous devrez garder en tête, c'est celui-ci. Vous pourrez, à la lecture de cet article, vous dire bah, le deuxièmement pourrait aussi m'intéresser, des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie. D'ores et déjà, je vous déconseille de vous orienter sur ce motif-là quand vous êtes dans le cas d'un blocage du fait des grèves, notamment actuelles, au niveau national, de zones d'accès à votre établissement, que ce soit pour les matières, mais également pour vos collaborateurs. Alors, sur la procédure, on va revenir sur les différentes étapes assez rapidement. Premièrement, sur la consultation du CSE, sur votre demande d'autorisation administrative que vous allez faire en ligne, sur l'indemnisation de vos salariés, mais là, il n'y a pas de changement par rapport à ce que vous avez connu ces derniers temps. Et puis ensuite, sur votre demande d'allocation. Sur la consultation du CSE, alors je vous le disais, normalement, le principe, c'est que la consultation du CSE doit être préalable au recours à l'activité partielle. À deux exceptions près, et c'est l'article R 5122-2 qui prévoit justement cette exception lorsque on a recours à l'activité partielle au motif de circonstances exceptionnelles. Voilà pourquoi ça fait un premier argument pour tendre vers ce motif-là, plutôt que le motif de difficulté d'approvisionnement qui, lui, n'est pas concerné par ce délai dérogatoire de 2 mois qui vous permet de consulter plus sereinement votre CSE postérieurement à votre demande d'activité partielle. Et c'est assez essentiel. On a eu des décisions plus ou moins récentes qui ont été rendues contre des entreprises qui se sont précipitées dans la consultation de leur CSE.
dans le cadre du recours à l'activité partielle et qui ont été condamnés parce que les informations communiquées au CSE étaient insuffisantes. Soit parce qu'elles étaient dans le cadre de situations d'urgence, soit parce qu'elles ont été assez négligentes sur cette consultation qui a été très assouplie dans le cadre du Covid, vous le savez, mais néanmoins qui doit rester un moment important. Donc, je vous recommande d'utiliser ce critère de circonstances exceptionnelles, ne serait-ce que pour bénéficier d'un temps de consultation de votre CSE suffisamment large, qui est, encore une fois, je le répète, de 2 mois. N'oubliez pas non plus d'informer votre CSE de la décision de l'administration lorsque vous la recevez, décision d'autorisation ou de refus d'ailleurs. Et n'oubliez pas non plus d'informer votre CSE à chaque échéance d'autorisation sur la manière dont vous avez mis en place dans votre entreprise l'activité partielle. Donc, une consultation et 2 moments d'information qu'il faut respecter. Il n'y a pas de délai sur les 2 informations. Donc, si vous avez des consultations, des réunions, pardon, euh, mensuelles de votre CSE ou bimensuelles, vous pouvez attendre celle-ci pour procéder à ces informations-là. Alors, ce que demande l'administration lorsque vous réalisez votre demande d'activité partielle. Alors, première chose, gardez en tête que c'est une demande d'activité partielle par établissement. Donc, si vous avez 30 établissements, il y aura 30 demandes d'activité partielle. Et ça peut aussi vouloir dire que vous avez 30 décisions différentes de l'administration. On a tous eu, vous peut-être y compris, des situations assez loufoques pendant le Covid où on avait pour un établissement dans le Nord une décision très restrictive sur le recours à l'activité partielle et un établissement qui était situé dans le Sud, une décision beaucoup plus euh, laxiste, entre guillemets, sur la motivation du recours. Donc, gardez en tête que c'est une demande par établissement. La seule exception, c'est si vous avez plus de 50 établissements. Là, vous pouvez faire une seule et même demande auprès de n'importe quel, d'ailleurs, préfet de département où est situé l'un des 50 établissements. Donc, vous avez une demande qui doit être préalable. L'exception, et à nouveau, c'est pour ça qu'il faut retenir le motif des circonstances exceptionnelles, c'est que lorsque vous sollicitez une activité partielle sur le motif des circonstances exceptionnelles, vous avez 30 jours après le début de cette activité partielle pour réaliser votre demande auprès de l'administration. Donc ça, c'est quand même assez confortable. J'y reviendrai, mais ne prenez vraiment pas à la légère la demande auprès de l'administration. Il faut qu'elle soit motivée. C'est extrêmement important. Vous n'imaginez pas le nombre d'entreprises qui ont fait ça en 2 mots pendant le Covid et qui se sont fait retoquer 6 mois après par l'administration qui a retiré les autorisations qu'elle avait délivrées parce qu'elle n'avait pas eu le temps de les analyser correctement. Donc vraiment, je vous recommande d'être assez bavard sur ces demandes, et en tout cas de faire une demande qui soit suffisamment motivée auprès de l'administration pour éviter que lorsqu'elle aura un peu plus de temps pour souffler, elle vienne retoquer les autorisations qui ont été rendues, implicitement ou explicitement. Donc les points que vous devez motiver dans cette demande auprès de l'administration, c'est d'abord le motif de recours. Et le motif de recours, ça ne veut pas juste dire cocher la case proposée par l'administration. C'est motiver le recours à activité partielle et pourquoi je réponds au motif proposé. Par exemple, à l'époque, certains écrivaient Covid et considéraient que c'était la motivation. Non, ce n'est pas une motivation de recours à l'activité partielle. Vous avez ensuite la durée prévisible, le nombre de salariés et tout élément justifiant la demande. Sachez que vous pourrez à tout moment, même a posteriori, communiquer des documents à l'administration pour justifier la demande que vous avez formalisée. Alors j'en viens justement à ce motif de circonstances à caractère exceptionnel. Je vous ai mis quelques exemples. D'abord, l'agression russe en Ukraine est un motif qui permet de recourir à l'activité partielle, notamment dans l'hypothèse d'une hausse du prix du gaz et de l'électricité. Alors là, vous avez des conditions particulières qui ont été précisées justement sur ce motif-là. Et vous avez aussi le motif de difficulté d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, notamment dans le cadre de mouvements de grève. Et c'est justement un des cas qui nous concerne. Plus spécifiquement,
On a pris un exemple qui serait le blocage des voies d'accès à une zone industrielle ou à l'un de vos établissements euh, en raison de mouvements sociaux qui sont extérieurs à l'entreprise. Et alors, là, il y a une distinction qui est assez importante que vous devez avoir en tête et sur laquelle on attire toute votre attention avec l'Union TLF. Première, c'est que par principe, le recours à l'activité partielle est interdit si ce sont vos salariés qui font grève. Ça, il faut le garder en tête. C'est le principe général. Ça paraît assez logique d'ailleurs de ne pas pouvoir recourir à l'activité partielle pour mettre à mal le mouvement de grève qui existerait dans une entreprise. L'exception, c'est que l'activité partielle est en revanche possible si ce mouvement de grève est extérieur à l'entreprise. Pourquoi on vous explique ça? Parce que ça fait partie des éléments que vous devez préciser à l'administration quand vous faites votre demande de recours à l'activité partielle. Il faut bien préciser, si vous cochez grève dans les circonstances exceptionnelles, que cette grève n'est pas initiée et n'est pas menée par vos salariés. Et qu'au contraire, vos salariés sont impactés par ces mouvements de grève qui sont extérieurs à votre entreprise. Euh, Dans ce cadre-là, précisez bien le motif qui est toute circonstance à caractère exceptionnel, motif de grève extérieur à l'entreprise. Ça, c'est le principe. Il y a une exception qui est prévue à l'article R 5122-8 du Code du travail, qui est très peu connu finalement des entreprises. C'est un article qui prévoit que lorsque dans mon entreprise, j'ai un mouvement de grève qui est très important et qui conduit à un lockout, à une fermeture, soit de mon établissement, soit de mon entreprise, à l'issue d'un délai de 3 jours, si cette fermeture se poursuit, donc durant plus de 3 jours, je peux faire une demande d'activité partielle pour mon entreprise. Donc ce délai, qui est prévu à l'article R 5122-8, prévoit que je peux bénéficier de l'activité partielle dans ce cadre-là. L'article dit ne peuvent bénéficier de l'allocation et de l'indemnité de l'activité partielle les employeurs et les salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif intéressant l'établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidé par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations et indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'Emploi si la fermeture se prolonge plus de 3 jours. Alors, c'est plus le ministre désormais, c'est le préfet, puisqu'il y a une délégation de pouvoir sur ce motif. Pourquoi je vous parle de ce délai de 3 jours? Parce qu'en réalité, vous pourrez me dire, mais nous, on n'est pas concernés puisqu'on n'est pas bloqué par nos salariés en interne. On a voulu porter à votre connaissance ce délai de 3 jours parce que l'administration, à date, applique ce délai de 3 jours dans le cas où la grève n'est pas interne à votre entreprise, mais est externe. Alors, on a toute une réflexion actuellement sur pourquoi ce délai a été appliqué. En réalité, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que tout ça est né avec les blocages en 97, les blocages routiers d'ailleurs qui avaient été menés en 97 et qui avaient largement paralysé un grand nombre d'entreprises. Et la position ministérielle à l'époque qui avait été retenue, c'est que euh, c'est uniquement si la grève s'avère durable que les entreprises peuvent recourir à l'activité partielle. C'est une interprétation qui m'est strictement personnelle, mais je pense que cette notion de grève durable a été reprise par l'administration à date et interprétée comme une application par extension de ce délai de 3 jours. Mais Avec encore une fois, on a... Bon, pardon, allez-y. Oui, j'amène juste une petite précision sur ces 3 jours. Ils ne sont pas en revanche consécutifs. Il n'est pas exigé qu'ils soient consécutifs. Donc avec les mouvements de grève que nous avons connus à certaines dates de la semaine et pas, 3 jours, il n'y a pas d'exigence qu'ils soient consécutifs. C'est important à noter aussi. Ouais. Donc, ce n'est pas des jours consécutifs. Pour autant, ça veut dire que ce que je vous recommande dans votre demande d'autorisation, incidemment, précisez quand même quelques dates et à minima 3 dates qui vous ont conduit à un blocage de l'activité de votre entreprise.
pour que si demain vous avez un débat avec l'administration sur une autorisation qui serait refusée en application de ce délai de 3 jours, vous puissiez montrer que vous aviez déjà motivé le respect de ce délai, qui, encore une fois, aujourd'hui, à date, est une interprétation de l'administration sur un délai qui légalement est prévu pour une autre situation. Alors, la durée prévisible, l'activité partielle, c'est une durée comprise entre 1 semaine et 3 mois. On revient sur les délais de droit commun, on n'est plus sur le Covid qui nous permettait des délais beaucoup plus importants. Donc aujourd'hui, c'est une semaine, d'une semaine à 3 mois, qui peut être renouvelée pour une durée de 3 mois, qui sont consécutifs ou non, étant précisé que la période de renouvellement ne doit pas conduire à plus de 12 mois consécutifs. Naturellement, ce que je vous recommande, c'est si vous avez une première demande, ne vous limitez pas à une semaine. Faites une demande suffisamment large pour couvrir une durée assez importante. Pourquoi? Parce que vous savez que quand vous faites un renouvellement, vous êtes censé prendre des engagements. Donc, si vous vous retrouvez avec une demande d'une semaine et qu'en réalité, au bout d'une semaine, les choses n'ont pas changé, vous devrez prendre des engagements, alors que si vous avez fait une demande de 3 mois, au bout d'une semaine, vous n'aurez pas d'engagement à prendre et vous êtes assez couvert durant toute cette durée de 3 mois. Le nombre de salariés concernés, donc tous les salariés ont vocation à être concernés par l'activité partielle, et gardez en tête que celle-ci doit être collective, donc concerner plusieurs collaborateurs, mais pas de grands sujets sur cette question. Et ensuite, on nous demande donc tout élément justifiant la demande qui est formulée. Alors, il y a 3 points sur lesquels on attire votre attention concernant la motivation et la justification de votre demande. La première, c'est de caractériser un lien direct entre l'activité que vous exercez et les perturbations que vous avez identifiées. C'est une preuve qui est faite par tout moyen, à nouveau, et des moyens qui peuvent être complétés, puisque, rappelez-vous, l'administration a aussi un contrôle a posteriori de vos demandes. Alors, on vous a mis quelques exemples, mais ils ne sont absolument pas limitatifs. Produire les plannings de vos collaborateurs, c'est un moyen qui est recevable. Des photos prises par n'importe qui, avec les iPhones aujourd'hui, on a la date de prise de photos, du site qui est bloqué, du pont qui est bloqué, qui empêche l'accès, alors de tous les ponts qui empêchent l'accès à votre zone industrielle, c'est une preuve recevable. Le constat d'huissier, c'est évidemment une preuve qui est non seulement recevable, mais en plus incontestable par l'administration. J'en profite pour Vous apporter une pouvez petite précision, Christophe. L'Union TLF tient à votre disposition des constats d'huissier qui ont été faits notamment sur la zone du Havre. Même si vous n'avez pas diligenté le constat d'huissier, l'administration nous a confirmé qu'il était recevable du moment que vous prouvez que vous êtes bien situé sur la dite zone d'activité bloquée, évidemment. Mais même si vous n'avez pas diligenté, vous pouvez utiliser un constat d'huissier diligenté par un confrère. Ils sont assez souples là, sur la recevabilité de cette preuve. Ouais, ouais, c'est un élément essentiel, effectivement, de préciser que ce n'est pas forcément vous qui allez être à l'initiative de cette preuve. Vous pouvez évidemment récupérer des constats qui ont été réalisés par d'autres entreprises, par l'Union TLF, des attestations de vos salariés sont recevables et des attestations pardon, des services administratifs. C'est aussi évidemment un élément pertinent pour justifier le lien entre l'activité et les perturbations constatées. C'est le premier élément qui doit justifier votre demande. Le deuxième, c'est que vous devez justifier que vous n'aviez pas d'autres moyens alternatifs que le placement en activité partielle. Et là, faites attention parce que l'administration est quand même assez regardante là-dessus. L'activité partielle ne doit plus être le plan A, entre guillemets, des entreprises. Ça l'a été pendant le Covid, ça a été suffisamment coûteux pour qu'aujourd'hui, l'administration resserre les vis, entre guillemets, sur ces autorisations. Donc, les moyens, alors on ne vous demande pas d'inventer des moyens et des solutions pour votre entreprise, mais ça peut être si vous avez un aménagement de la durée du travail, vous avez un accord d'annualisation du temps de travail dans votre entreprise, l'administration ne va pas comprendre pourquoi vous ne modifiez pas les plannings de vos salariés
pour une semaine et impacter sur une autre semaine dans l'année pour les faire travailler un peu plus. Ça peut être un sujet. Si vous n'avez pas proposé aux salariés de prendre des congés payés, on peut aussi vous le reprocher. Pareil pour les jours de repos. Et enfin, si vous avez d'autres établissements dans le même secteur qui ne sont pas, eux, impactés par la perturbation que vous avez identifiée, les circonstances exceptionnelles, vous devez justifier que vous n'aviez pas la possibilité d'imposer une mobilité de vos salariés sur ces autres établissements-là. Et bien sûr, Donc, toujours pas valable si les salariés sont en mesure de télétravailler. ouais, complètement. À préciser aussi effectivement le télétravail et les aménagements de ce type. Et alors là, vous avez un dernier élément justificatif, alors qui nous a un peu surpris, à vrai dire, puisqu'il a été identifié comme assez nouveau sur les demandes d'autorisation de recours à l'activité partielle qui ont été faites. L'administration souhaite la preuve de l'absence d'indemnisation, notamment si vous êtes prestataire par votre donneur d'ordre, de la baisse d'activité. Alors, on s'est longtemps demandé à quoi ça correspondait en réalité, cette preuve d'absence d'indemnisation. L'administration nous explique que c'est le principe général du droit administratif que l'administration ne doit pas fournir des prises en charge publiques et collectives si l'entreprise est par ailleurs indemnisée, que ce soit par une assurance, que ce soit par son donneur d'ordre. Autrement dit, si vous avez une perturbation, vous devez prouver que finalement l'impact économique engendré par cette perturbation ne va pas donner lieu à une indemnisation, soit par une assurance, soit par votre donneur d'ordre. Alors, en l'état, ce qui a été accepté par l'administration et qui est quand même assez confortable, c'est la rédaction d'une attestation sur l'honneur au terme de laquelle vous vous engagez à rembourser les indemnités d'allocation partielle que vous allez recevoir dans ce cadre-là, si vous avez par ailleurs une indemnisation. Ça a été préconisé par l'administration. Donc, dans votre demande, pensez à rédiger ce type d'attestation sur l'honneur. Alors ensuite, vous avez rapidement l'indemnisation du salarié, mais rien d'exceptionnel. Vous savez que maintenant, on est retombé à 60 de la rémunération brute du salarié sur le nombre d'heures, sur le nombre. Tu peux reprendre, Christophe. Christophe, on ne t'entend plus. Le micro est coupé. On m'entend? Voilà, C'est arrêté quand? Là? Ouais. c'est à peu près ça, oui. Donc la demande d'allocation, pour rappel, vous avez 36 de la rémunération horaire brute qui sont pris en charge au terme de l'allocation qui vous est versée par l'ASP, avec un plancher de 8,03 € et le plafond de 18,26 €. Pour rappel aussi, vous avez 6 mois après l'autorisation de recours à activité partielle pour formuler vos demandes d'allocation sur le portail où votre demande a été déposée. Rappel également, l'administration a 15 jours calendaires pour rendre sa décision et ce qui n'a pas changé, c'est que l'absence de réponse vaut acceptation implicite de la part de l'administration de recourir à l'activité partielle. À nouveau, j'attire votre attention sur le fait que cette absence de réponse vaut acceptation implicite. Pour autant,
l'administration est libre de venir, dans le cadre d'un contrôle a posteriori, retirer son autorisation. Donc, ça veut dire que si vous avez pas assez motivé votre demande d'autorisation, l'administration qui aura laissé le délai de 15 jours courir pourra ensuite expliquer qu'elle était débordée et que, après contrôle a posteriori, votre demande n'est pas suffisamment motivée et l'autorisation implicite, l'acceptation implicite est retirée. Alors, un mot sur les engagements de l'employeur. Engagements de l'employeur qui, comme on l'a vu tout à l'heure, sont nécessaires lorsque on renouvelle sa demande de recours à l'activité partielle ou lorsque on formule une demande d'activité partielle alors qu'on en a déjà fait une et que des salariés en activité partielle ont déjà été placés en activité partielle sur les 36 mois qui précèdent la nouvelle demande. Il faut avoir à l'esprit qu'il n'y a pas de règle sur les engagements qui peuvent être pris. Tout type d'engagement peuvent être envisagés. Ce n'est pas seulement un engagement de maintien dans l'emploi. Vous avez malheureusement des administrations, c'était le cas pendant le Covid, qui ont exigé ce type d'engagement de maintien dans l'emploi, mais sachez que dès lors que vous prenez des engagements dès votre demande et qui porte sur autre chose que le maintien dans l'emploi, il y a de grandes chances que votre demande soit acceptée. Et ça peut être des actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise et notamment des mesures que vous allez prendre pour soit identifier des solutions pour éviter que ce type de circonstances exceptionnelles puisse intervenir à nouveau au cas particulier, c'est compliqué puisque vous êtes assez impuissant face aux mouvements de grève qui sont en cours, mais ça peut être peut-être envisager la création d'une voie d'accès à votre zone industrielle, alors si vous n'êtes pas concerné par une infrastructure beaucoup plus collective, mais ça peut être aussi, je ne sais pas, des formations de salariés, ça peut être la négociation d'un accord GPEC au sein de l'entreprise. Tous les engagements sont envisageables. L'engagement donc de l'employeur normalement fait l'objet d'un échange entre vous et l'administration. Il concerne tous les emplois de l'entreprise en principe. Et alors attention, si les engagements ne sont pas respectés, vous avez une possibilité pour l'administration de vous demander de restituer les allocations qui vous ont été versées au titre de l'activité partielle. Évidemment, pas de possibilité de dénoncer ou modifier pardon, a posteriori les engagements que vous avez pris dans le cadre de votre demande d'activité partielle, sauf par accord collectif euh, qui permet de réviser ou substituer les engagements que vous avez pris dans le cadre de votre demande. Pensez également à transmettre à l'administration un bilan pour justifier du respect de vos engagements, ainsi qu'un diagnostic actualisé sur la situation de votre entreprise et les perspectives de reprise d'activité. Et n'oubliez pas d'envoyer les procès-verbaux de réunion, de consultation du CSE. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, dans le cadre de son contrôle a posteriori, l'administration est susceptible soit de suspendre le versement des allocations, si elle constate que vos engagements ne sont pas pris, soit de vous demander le remboursement des sommes perçues pour les salariés qui ont été lésés et qui n'ont pas bénéficié des engagements que vous avez pris. Il y a une exonération qui a été prévue si la situation économique et financière de l'entreprise le justifie et qui justifie que vos engagements sont impossibles à mettre en pratique. Mais c'est une exonération qui n'est pas, qui ne s'obtient pas implicitement et qui doit être expressément prévue et accordée par l'administration. Et c'est, pour vous dire, dans des cas extrêmement rares, voire inexistants. Sur les démarches informatiques, mais vous les connaissez peut-être déjà, puisque vous avez très probablement déjà un compte
sur le site d'activité partielle du gouvernement. Vous avez très probablement déjà créé des sous-comptes pour chacun de vos établissements. La demande d'autorisation préalable, alors évidemment, on n'a plus de demande possible au titre de l'APLD si vous n'avez pas déjà un accord qui a été mis en place sur le sujet. Et on vous a mis une impression écran pour vous guider sur le motif qu'il va falloir retenir. Donc, pensez à cocher autres circonstances exceptionnelles et non pas difficulté d'approvisionnement en matières premières ou en énergie. Et ensuite, à préciser, vous cochez bien grève et vous avez un petit encart en dessous où vous devrez préciser donc, que la grève ne concerne pas votre entreprise, préciser l'origine de ce mouvement de grève et en quelques mots, préciser quand même les conséquences sur l'activité de votre entreprise, c'est-à-dire que non seulement la marchandise n'est plus, accessible sur votre site et matières premières également, mais aussi que les salariés sont dans l'incapacité d'accéder à leur lieu de travail et joignez en pièce jointe une demande motivée. Et dans cet encart-là, vous faites référence à la pièce jointe que vous allez mettre dans votre dossier. Donc, CF pour plus de motivation, le document joint à la présente demande. Je crois qu'il y a une question. Philippe, oui. Je mets mon micro. Bonjour à Voilà. tous. Ouais, une petite question. Est-ce qu'il faut nécessairement que les critères de demande soient peu ou prou identiques à la liste qu'on a sous les yeux là? Est-ce qu'une baisse d'activité sensible, non prévisible, est une cause de demande d'activité partielle? C'est un Alors, la motif baisse acceptable? d'activité n'est pas un motif, c'est la conséquence. C'est-à-dire qu'il faut que vous identifiez un motif. Alors, ça peut être un motif lié à la conjoncture économique, mais vous l'avez hein, dans les motifs de recours. C'est le premier d'ailleurs. Mais effectivement, ce n'est pas forcément la liste qui est ici. Moi, la première fois que j'ai fait une demande d'activité partielle, c'est pour un client qui a subi un piratage informatique. Ça a paralysé complètement l'activité de son entreprise. J'ai fait une demande d'activité partielle qui a été immédiatement acceptée. Non, mais Donc, c'est-à-dire que si on considère, bon, moi j'ai un cas hein, sur un secteur d'activité très particulier, pour être clair, où j'ai une baisse vraiment très sensible de la demande qui nous est faite, et je m'interroge en fait sur la motivation que je pourrais avoir à positionner pour faire la demande. Est-ce que effectivement un sujet tel que baisse drastique des commandes que nous recevons, alors c'était complètement inattendu, est un motif ou pas? C'est vraiment le sujet qui ah m'intéresse. oui, c'est un motif. Alors, c'est un motif, c'est une justification. Pour autant, il va falloir rechercher. Il faut la prouver. Il faut prouver Alors, l'antériorité, c'est ça, en disant. la prouver, j'imagine que avec vos éléments financiers et comptables, la baisse de commande, vous pourrez la prouver. Ce qui va être plus difficile, ça va être de suggérer des motifs sur cette baisse d'activité, des causes de cette baisse d'activité auprès de l'administration pour qu'elle ne considère pas que c'est de votre fait que vous avez subi une baisse d'activité. Donc ça peut être une activité concurrente qui s'est développée, une conjoncture économique ou sociale d'ailleurs, des besoins différents. Il faudrait rentrer dans le détail de votre activité, mais toutes les situations peuvent donner lieu effectivement à une activité partielle dès lors qu'on a en conséquence une baisse d'activité et que ce n'est pas de la faute de l'employeur. C'est ça, ok. Ok, d'accord. Merci. Donc ensuite, vous avez évidemment le choix entre la réduction d'activité ou la suspension d'activité et préciser le champ de cette activité partielle. Est-ce que c'est une partie de votre établissement ou est-ce que c'est la totalité de votre établissement? Alors sachez que, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le motif s'apprécie au niveau de l'établissement. Et si par exemple, vous avez un établissement qui est perturbé par une grève, et que vous avez une activité qui est en lien entre 2 établissements. Ce qui fait que la grève qui affecte votre établissement A va provoquer des difficultés d'approvisionnement, par exemple, sur l'établissement B.
l'établissement B peut recourir à l'activité partielle avec une motivation qui va être différente, puisque la motivation, ce sera l'impossibilité d'être approvisionné par le bâtiment A. Et vous avez ici une activité partielle qui va être acceptée au niveau du bâtiment B sur un motif qui est différent de votre autre établissement. Donc, je vous le disais, vous pouvez joindre dans votre espace documentaire la motivation, un document motivant votre recours à l'activité partielle, ce que je vous recommande vraiment de faire, l'avis du CSE et ensuite tous les éléments administratifs qui vous sont demandés, notamment les coordonnées de paiement, etc. J'en ai terminé. Je crois avoir respecté le timing qu'on s'était imposé.